Élu député libéral dans l'Acadie en 89, Yvan Bordelot a connu une longue carrière de 18 ans comme député, tant au gouvernement qu'à l'opposition. Il a apporté une vaste expérience en gestion des organisations. Yvan Bordelot s'est montré particulièrement mordant dans l'opposition. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bordelot. Bonjour, M. Morin. Comme député de l'Acadie, vous aviez des problèmes, des dossiers très locaux, en particulier la réfection du rond-point du boulevard de l'Acadie, du boulevard métropolitain. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire améliorer là? Bien, disons que dans ces dossiers-là d'infrastructure, évidemment, il y a des relations entre les municipalités et le gouvernement du Québec, souvent, là, parce que c'est des projets conjoints. Alors, bien, moi, j'essayais d'aider aux relations entre les deux, d'être le pont et d'essayer si ça ralentissait, si ça bloquait, si il y avait certaines interrogations, bien, de servir entre les deux. Essentiellement, c'est là-dessus que j'ai travaillé dans ce type de projet-là d'infrastructure. De lien. De lien. Maintenant, il y a d'autres projets sur lesquels j'ai quand même travaillé beaucoup. Toute la question de la prison de Bordeaux. Ça, c'est un dossier dont je suis fier aussi, là, qui m'a préoccupé. C'est qu'à un moment donné, on était au pouvoir. Moi, je suis élu en 89, 91 ou 92. Je suis en Europe en mission et je reçois un appel me disant qu'il y a une pétition qui venait d'être déposée à mon bureau de comté de 8000 noms, qui s'objecte à la construction d'une prison sur le territoire à côté de la prison de Bordeaux. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors, quand je reviens ici, moi, je ramasse ça, je vais à Québec, puis c'était Sam Melkus qui était le ministre de la Sécurité publique. Il dit, c'est quoi ça, cette affaire-là? Prison de Bordeaux, je n'ai jamais entendu parler. Là, ben oui, c'est parce que Partenay est désuet, puis il va falloir qu'on construise. Puis là, comme on a des terrains vacants autour de la prison de Bordeaux, bien, on pourrait mettre ça là, tout ça. J'ai dit, oui, mais écoute, c'est un quartier résidentiel, ça. Puis, entre-temps, il y a une prison qui s'est ajoutée, c'est la prison des femmes, qui est installée là. Puis là, vous voulez construire une troisième prison pour remplacer Partenay sur le terrain dans un quartier résidentiel. Puis une prison, de toute façon, aujourd'hui, ça ne devrait pas être jamais construit dans un quartier. Ça ne l'était pas quand ça a été fait à l'origine, mais ça ne devrait jamais être construit dans un quartier résidentiel. Les gars sont là, pas pour sortir, là, ils restent là. Bien, qu'on mette ça dans un quartier industriel, en retrait, et comme ça ne pénalisera pas des communautés là, qui vivent dans ces milieux-là. Avez-vous réussi à le faire bloquer? Oui. J'ai dit, mettez-la dans l'est de Montréal. L'Institut Pinel, là, est dans un quartier comme ça qui est plus industriel. Mettez-la dans ce coin-là. Il y a déjà le député du coin était bien d'accord, lui, avec ça, lui. Lui, ça faisait son affaire, ça faisait un investissement dans le comté, ça ne dérangeait pas les citoyens. Alors, effectivement, c'est ce qui est arrivé, c'est que ça a été construit là-bas. Alors, ça a réglé ce problème-là. J'ai eu un autre dossier sur lequel j'ai travaillé, c'est la construction d'un mur anti-bruit le long de l'autoroute 15 qui s'en va vers les Laurentides. Alors, tout un quartier là, qui était directement construit sur l'autoroute. C'est vrai que l'autoroute a été faite, puis les gens sont allés se construire là après, les promoteurs, puis ils l'ont vendu. Mais les gens viennent te revoir après, puis tu leur dis, oui, mais quand vous l'avez acheté, elle était là, l'autoroute, tu sais. Ouais, l'accroissement de la circulation, tout ça. Comme moyen, il faut trouver des solutions. Alors ça, c'était conjoint avec la Ville de Montréal. Alors, il fallait que la Ville en paye la moitié, puis le gouvernement payait la moitié. Alors, le train de banlieue aussi. Le train de banlieue, oui. Le train qui arrête chez vous. Oui. Le quartier Chabanel, c'est un quartier où il y avait les manufactures anciennement. Alors, avec toute l'ouverture, là, puis les importations, bien, tout ce qui était ce qu'on appelle communément la guenille, l'industrie de la guenille, bien, ça a dépéri. Puis, alors, tout le quartier Chabanel, c'est un quartier qui est en restructuration. Il y a des immenses buildings, de l'espace là, qui peut être réutilisé.
c'est en train de s'orienter, de se donner une nouvelle vocation autour de la conception de la mode, plus que de la fabrication, de la haute technologie, des choses comme ça. Et là, on avait l'occasion d'abord, sur la ligne qui existait déjà, de faire une gare à Chabanel, la ligne qui partait du centre-ville pour aller vers Saint-Jérôme, parce que ça permettait à des gens à l'extérieur de Laval ou même de Saint-Jérôme de venir travailler dans le quartier. Donc, alors, on a réussi à faire bâtir une gare sur ce rail-là. Et ensuite, on a eu le train là, dont on parle, qui part de l'est de Montréal, de Repentigny, tout ça qui vient au centre-ville, qui s'en vient. Et là, j'ai dit, on arrive à une jonction. Ça se croise. Il faudrait qu'on mette une gare aussi sur l'autre ligne qui s'en vient, de sorte que ça devient accessible de l'est jusque-là, de Saint-Jérôme jusque-là, pour attirer, par exemple, des gens, des promoteurs ou puis des employés pour aller travailler là. Les moyens de transport n'existaient pas avant. Donc là, on a deux gares là, à la croisée de Chabanel qui se croisent pour faciliter l'accès. Pendant quelques mois, même presque 2 ans, vous avez occupé le poste d'adjoint parlementaire aux Affaires internationales. Après ça, vous avez demandé d'occuper la même fonction à l'éducation. Est-ce qu'il y avait une raison à ça? J'ai demandé à M. Charest, au moment où il faisait un remaniement un peu de l'organisation des adjoints parlementaires, de me transférer. Et j'avais manifesté le désir d'aller à l'éducation, puisque c'est le milieu d'où je venais. Et ça m'intéressait évidemment aussi d'être à l'éducation. Alors, c'est ce qui est arrivé. Alors, j'ai été, pour la fin de ma carrière politique, j'ai été adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, du loisir et du sport. Vous avez siégé pendant 18 ans à l'Assemblée nationale, ce qui est quand même une bonne carrière. Ah oui. Vous avez choisi de ne pas vous représenter en 2007. Est-ce qu'on vous avait suggéré de vous retirer? Non, pas du tout. Pas du tout. Le travail typique, c'est d'être dans le bureau de comté le lundi, de s'en venir à Québec le lundi soir, d'être à Québec mardi, mercredi, jeudi, retourner à Montréal le jeudi soir, bureau le vendredi, activités dans la communauté là, les fins de semaine, samedi, le dimanche. Donc, la vie familiale n'est pas toujours facile et on pénalise les gens qui nous entourent là, un peu sans le faire exprès, mais les exigences sont telles. Donc, après 18 ans de vie politique, puis 21 ans à l'université dans l'enseignement, bien, ça fait 39 ans. Là, à un moment donné, on approche de la retraite et bon, je mûrissais un peu cette question-là. J'ai pensé surtout à l'automne de 2006. J'en ai parlé avec ma conjointe et puis, bon, je pensais que j'avais fait ce que j'avais à faire là, au niveau du Québec. J'avais fait un bon travail comme député, j'avais été apprécié. J'ai toujours donné le maximum de ce côté-là, puis je pense que les gens m'ont bien rendu là, la confiance. Est-ce que vous avez quitté avec une satisfaction, je dirais, sereine ou avec un peu d'amertume? Non, beaucoup de sérénité. J'avais d'autres projets que je voyais, puis je pense que le moment était venu. Alors, j'ai quitté, puis très heureux, très fier de ce que j'ai pu faire, puis de ce que j'ai pu faire pour mes concitoyens. Je les ai aidés. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voir au bureau, puis qu'il y a un problème, puis vous êtes capable, vous dites, tu ne me dois rien, je suis payé pour faire ça, mais c'est mon travail de t'aider, tu sais. Je vais essayer de t'aider. Mais il y a une chose que je n'ai jamais faite, par exemple, dans toutes les campagnes électorales, puis quand les gens venaient me voir au bureau, je n'ai jamais fait de promesse. Je n'ai jamais fait une promesse dans une campagne, jamais fait de promesse à personne. Mais je leur disais, la seule chose que je peux vous garantir, c'est faire tout ce que je peux pour vous aider. Alors, il y a des gens dont j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Parfois, ça n'a pas donné les résultats escomptés, mais les gens venaient me voir, me remercier pareil, me dire, bien, je sais que vous avez fait tout ce que vous avez pu. Ça c'était satisfaisant. Alors, c'est ça qui m'intéressait, puis j'ai le sentiment de l'avoir fait, puis d'avoir bien représenté, d'avoir réglé les problèmes qui m'ont été soumis. Alors, non, j'ai quitté essentiellement, comme je vous disais, je réfléchis à ça à l'automne. M. Charest rentrait de vacances en début janvier. Je l'ai contacté immédiatement à ce moment-là. J'ai dit à M. Charest, bon, je veux vous avertir, là, on était à la 5e année de mandat. Je veux vous avertir tout de suite que je ne me représenterai pas à la prochaine élection, là, qui va venir dans
dans les mois, qui est venu de fait en masse, 2 mois après. Alors, j'ai dit, puis là, j'ai expliqué. Il m'a dit, pourquoi tu ne te représentes pas? Bon, c'est 65 ans, à un moment donné, on commence à réfléchir. J'ai fait 21 ans à l'université, 18 en politique. J'ai d'autres projets, puis je veux retourner un peu, disons, j'avais des projets d'écriture et je vais rester occupé, mais différemment. Puis je vais avoir une vie familiale qui est plus normale, un peu profiter un peu des années qui nous restent. Là. Mais vous avez continué à vous intéresser à la politique, j'imagine. Est-ce que vous avez, de temps à autre, participé à des activités partisanes? Oui. Oui, j'ai demeuré très, très, très intéressé à la politique. Je suis, d'abord, je suis ce qui se passe au Québec là, de façon assez régulière. Au niveau du parti, j'ai participé à tous les conseils généraux qui ont eu lieu depuis que j'ai quitté. Ah ouais? Je suis allé, je pense que j'en ai peut-être manqué un, mais tous les conseils généraux à Québec, à Montréal, à Drummondville, j'y vais. Alors, je rencontre des collègues, j'ai l'occasion de discuter, puis je vais continuer à le faire aussi. Et puis, d'ailleurs, ben, il y a un volume qui m'a tenu en politique durant 3 ans, là, que j'ai rédigé, qui... Ça s'appelle Redécouvrir le vrai sens de la politique, c'est bien ça dont vous parlez? Ouais. Qu'est-ce qu'on y retrouve là-dedans? Bien, écoutez, quand j'ai quitté en 2007, j'ai, quelques mois après que j'ai quitté, des collègues de l'université qui m'appellent et puis me téléphonent, me disent écoutez, on a un congrès international de psychologie des organisations qui se tient à Québec durant l'été, au mois d'août, je pense. Et on dit on aimerait ça que tu viennes nous parler de psychologie et de politique. Et alors, je me suis dit ben oui, c'est vrai, ça va me permettre peut-être de réfléchir à ça puis de faire une conférence. Alors, je fais ma conférence, puis après que j'ai eu terminé, je me suis dit, bien, là, j'ai du temps, je suis à la retraite. Je pense que j'aimerais ça faire une synthèse de tout ça, puis réfléchir, là, prendre du temps qu'il faut pour... Alors, j'ai repris le travail et puis j'ai fait une réflexion sur la démocratie et la politique. En arrière de ça, il y avait des choses de base qui me fatiguaient, qui me préoccupaient. C'est qu'on critique beaucoup, là, on critique la démocratie, à tort et à travers, on dit n'importe quoi à sa démocratie, on critique la politique, on démolit les politiciens, on les met en bas des moins que rien. Ils ne veulent plus d'un gouvernement, ils le mettent à la porte. Puis ça se fait tous les 4 ans. Et leur député ne fait pas le travail comme il faut, ils changent. C'est eux qui ont le dernier mot. Dans cette même réflexion-là, là, est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que ce que vous avez vécu dans la politique, c'est ce que vous aviez imaginé avant d'y entrer? Oui et non. Oui, c'est la même chose que j'avais imaginé au niveau du travail, au niveau des contraintes du travail, c'est-à-dire qu'il faut être patient, il faut être persévérant, on n'a pas toujours raison, il faut être capable d'écouter ce que les autres ont à dire aussi, puis il faut être capable de se faire entendre. Alors, il faut être ouvert. Alors, dans ce sens-là, mais si on va là en se disant, moi, je vais changer ça là, comme ça demain, puis c'est telle affaire, là, c'est pas comme ça. C'est un travail d'équipe, c'est une équipe. Il y a toutes sortes de points de vue. C'est des fois beaucoup plus complexe qu'on le pense parce que d'autres nous amènent d'autres choses, puis on essaie de faire la part des choses là-dedans. Alors, c'est pas... alors, si on est prêt à vivre à l'intérieur de ces contraintes-là, je pense qu'on peut faire de la politique. Mais si on pense qu'on va changer, puis on va arriver, puis on va révolutionner, là, je pense que peut-être mieux d'être ailleurs. C'est clair que ce n'est pas tout le monde qui doit ou qui peut devenir député. Il y a d'autres choses qui sont aussi valables, de militer dans un parti, d'être un citoyen qui s'informe puis qui va voter quand c'est le temps, en étant bien informé des enjeux. Ça, c'est faire de la politique, ça aussi. Et on a chacun notre rôle à jouer. Alors, dans ce sens-là, moi, je n'ai pas été déçu. J'ai réussi, je pense, des fois c'est long, mais je suis patient, à faire passer des choses. Et maintenant, là où j'ai été, ça n'a pas rencontré mes attentes, si on veut, c'est au niveau du cynisme. C'est incroyable. J'ai été en politique 18 ans, mais en 18 ans, il y en a passé des députés à l'Assemblée nationale. Là.
Ce pas des gens qui sont venus ici parce que c'est facile de faire le travail. Ils sont venus ici parce qu'ils pensaient pouvoir contribuer à l'intérieur d'un parti dans lequel il y a des caucus, puis tu peux faire valoir tes points de vue, puis les points de vue de tes citoyens. Et puis, les gens minimisent souvent ça, les caucus. Hein? Les gens s'imaginent qu'on est au gouvernement, bien, on fait juste lever la main, puis les votes passent, puis c'est fini. Tu sais. Mais les discussions se font dans le caucus. Quand un ministre arrive avec un projet de loi, puis il le présente dans le caucus, puis que les députés, en général, critiquent, puis disent « ça n'a pas de bon sens, ce projet-là », il repart avec son projet de loi, là. Il n'est pas présenté en chambre, là. Il le ramène au ministère, puis il travaille. Puis il revient au caucus, puis ça peut être 2 fois, 3 fois. Puis le premier ministre, là, il laisse faire, retourne, tu sais, puis il va travailler. Puis même dans des débats où on critique le premier ministre, bien, le premier ministre, des fois, il dit « OK, vous avez raison, on va changer, on va faire telle chose à la place ». Alors, on a un pouvoir de ce côté-là. Bien, c'est le pouvoir qu'on a, d'essayer d'influencer, puis on réussit. Alors, mais quand on regarde le cynisme que les gens ont par rapport à la politique, c'est certain qu'on n'encourage pas les gens à y aller. Ceux qui seraient prêts à faire des sacrifices, parce que c'est des sacrifices, là, des fois, ça peut être des sacrifices financiers, mais d'autres fois, c'est des sacrifices familiaux. Puis, c'est du travail. Tu sais, si tu ne finis pas à 5 heures pour rentrer chez vous, puis le samedi, le dimanche, là, avec ta famille, là, moi, je commençais des activités familiales, des fois le dimanche, puis je disais, bien, on va m'absenter 2 heures parce que j'ai une activité dans le comté, il faut que j'aille, je vais revenir, tu sais. Et puis, c'est ça la vie d'un député, mais si tu n'es pas prêt à faire ça, fais-le pas. Durant votre carrière, vous avez reçu quelques décorations. La première en 88, c'était la médaille de Vermeil. Qu'est-ce qu'on voulait souligner? C'est avant la politique, ça. Oui. En fait, la médaille de Vermeil, c'était la médaille de la Société d'encouragement au progrès de la République française. Alors, j'ai reçu ça lors d'un congrès international de psychologie du travail à Paris. Et c'était pour reconnaître un peu le travail que j'avais fait dans le domaine de la psychologie organisationnelle. Et vous avez aussi été fait, il y a quelques années, commandeur de l'Ordre de la Pléiade. Qu'est-ce qu'on voulait souligner avec ça? L'Ordre de la Pléiade, c'est relié à l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Alors, c'est mon implication comme vice-président à Québec de l'APF, l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Et aussi le fait que j'ai été vice-président de la commission politique de l'Assemblée des parlementaires. Puis aussi, c'est un travail, au fond, que je faisais là, à la demande du président. Alors, c'est un peu pour cette raison-là que j'ai reçu l'ordre de commandeur de l'ordre de la Pléiade. En 2004, vous avez reçu une décoration en Ontario. C'était quoi? À Toronto, c'est la communauté arménienne, ce qu'ils appelaient le Canadian Armenian Friendship Group, qui m'ont donné un prix pour ce que j'ai fait pour la communauté arménienne, surtout dans le projet de loi. Le projet de loi sur le génocide, qui s'appelait le prix, ça s'appelait le Outstanding Parliamentarian Award. Vous avez travaillé sous 3 chefs, M. Bourassa, M. Johnson et M. Charest. Est-ce que vos relations étaient différentes avec l'un et l'autre? Non, j'ai eu des bonnes relations avec les 3. Avec M. Bourassa, comme je vous dis, je n'ai jamais pensé, moi, que ça venait de M. Bourassa au moment de la question de la candidature là, en 89. J'ai eu des bonnes relations avec lui. Il m'a donné des responsabilités qu'il n'avait pas à me donner. Alors, il le fait. Alors, je me vois là une certaine marque de confiance et que j'ai pu apporter une contribution. M. Bourassa, avait un style... en fait, c'est 3 personnes qui avaient des styles différents. M. Bourassa, c'était une personne qui aimait la politique, qui avait une certaine humour. On l'a vu souvent avec les journalistes. Là, ça donnait un peu un jeu du chat et de la souris puis quand il intervenait en chambre, je le voyais toujours avec son petit sourire en coin quand il avait lancé une bonne réponse ou mis un peu dans l'embarras le chef de l'opposition. Il avait un petit sourire en coin. Donc, le jeu politique, il a aimé ça toute sa vie. Alors, c'est une personne calme aussi, qui ne s'emballait pas puis qui cherchait toujours à d'éviter des crises. Et des fois, les gens pouvaient trouver qu'il n'était peut-être pas assez, comment dirais-je, radical, pas réagir assez fortement, mais ce n'était pas son style. Son style, c'était un leadership calme. Alors, je pense qu'il l'a bien exercé.
c'était aussi un fédéraliste convaincu, malgré tout ce qu'on a pu penser là, au niveau des stratégies. M. Johnson? M. Johnson, bien, moi, je le connais. En fait, quand il s'est présenté, quand M. Bourassa est revenu en politique, en 82-83, qui s'est fait Le réélire congrès à en la suite, 83. à la suite du départ de M. Ryan comme chef, nous, le comté de l'Acadie, on avait appuyé Daniel Johnson. Mme Levoirou aussi. Et alors, on l'avait rencontré, on le connaissait bien. Alors, on avait décidé de l'appuyer. Et c'est M. Bourassa qui a été élu. M. Bourassa, en passant, n'était pas une personne rancunière. Hein. Quand on regarde ça, là, il se fait réélire chef du parti. Et il gagne l'élection 2 ans après. Il nomme Mme Levoirou ministre, Christa Siros, toute une série de personnes qui avaient été contre lui à la chefferie. Mais il savait s'entourer ensuite des gens. C'était passé. Et il travaillait avec ces personnes-là. Alors, M. Johnson, bien, c'est une personne qui est énormément compétente au niveau de l'administration publique. Et il avait touché à tous les ministères. Il avait fait plusieurs années là, dans des postes comme député dans l'opposition, comme ministre. Et c'est une personne qui est très loyale à ses collègues. Et c'est une personne qui avait aussi une autre visée stratégique concernant la question constitutionnelle quand il est arrivé au pouvoir. Je me souviens que les premières années, là, bon, Meach puis Charlottetown était un petit peu en arrière de quelques années. Il est reparti à ce moment-là sur la route, aller voir les premiers ministres à l'extérieur, puis leur parler de la situation du Québec. Alors peut-être que c'était une autre façon de travailler pour développer des alliances avant de mettre des choses sur la table. Malheureusement, M. Johnson a démissionné en 98. Moi, je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de le connaître suffisamment. Et M. Charest? M. Charest, c'est un autre genre de personne. Là, c'est une situation un peu différente. M. Charest arrive en 98, en avril 98, si je me souviens bien. On a l'élection qui s'en vient en septembre 98, puis c'est une élection forcée. Là, on est rendu à 5 ans de mandat. Alors, le contexte n'est pas facile. M. Charest, nous, on ne le connaît pas comme chef. On le connaît comme individu. Les premiers mois, ça a été un peu... c'était normal. Nous, on l'a observé, puis lui, il nous a observés. Il ne nous connaissait pas comme caucus, puis comme chacun, là, on l'avait connu en 95, mais à part de ça, c'était tout, là. Alors là, on s'est observé 5-6 mois. Et puis, lui a eu à s'adapter. Et tranquillement, lui, M. Charest a pris le contrôle de la situation. Nous, on a appris à le connaître. Puis là, il s'est développé une relation de confiance entre les deux. À partir de ce moment-là, ça a très bien fonctionné. Lui, M. Charest, bien, évidemment, c'est un individu qui est très dynamique, mobilisateur, très bon orateur. C'est une personne qui avait en tout cas une certaine vision au niveau de la question de l'ouverture vers un marché européen. Marché commun avec l'Europe, qui a été repris par le gouvernement fédéral selon, évidemment, les responsabilités de chaque niveau de gouvernement. Mais c'est lui qui l'a initié, cette idée-là. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. En rétrospective de vos 18 ans en politique, quels sont les moments qui vous rappellent les plus beaux souvenirs? Bon, il y a les projets de loi. Si on pense aux projets de loi, il y a les projets de loi, le génocide arménien, le projet de loi sur le technoparc. Un projet de loi dont on n'a pas parlé, mais qui m'a procuré beaucoup de satisfaction, c'est un projet de loi sur le camionnage en vrac. C'est que le camionnage en vrac était contrôlé, au fond, par une espèce de monopole qui était l'ANCAI, l'Association des camionneurs indépendants. Ouais. Et dans toutes les régions du Québec, quand il se faisait des travaux publics, ça devait passer par un poste de courtage. Et les membres du poste de courtage, il y avait un responsable qui faisait la distribution des travaux aux différents camionneurs, membres de l'ANCAI. Chaque poste était contrôlé par l'ANCAI. J'avais réussi à convaincre le ministre de l'époque, qui était Guy Chevrette, d'ouvrir une certaine concurrence. Et tout simplement, on avait trouvé en tout cas des modalités pour qu'il puisse y avoir des postes
de courtage en dehors de l'encaille dans certaines régions. Alors, il y avait une mécanique à suivre, tout ça, mais ça devenait possible. Alors, ça m'a intéressé. Ensuite, au niveau des fonctions, bien, il y a eu le fait d'être allé au Compact, ça a été une belle période parce que ça m'a donné la vision de l'interne de ce niveau-là de travail. Ensuite, les postes d'adjoints parlementaires, c'est des beaux souvenirs. Mais les plus beaux souvenirs qui me restent, c'est de la reconnaissance des concitoyens pour les services que je leur ai rendus. C'était pour ça que je suis allé en politique, et puis c'est ça qui m'ont toujours donné, ils m'ont toujours bien respecté, même les adversaires politiques. J'avais des gens qui venaient moi, mais qui étaient des péquistes, je le savais, puis les autres le savaient, puis jamais eu de problème. Moi, j'ai donné le même service, et puis il n'y avait pas question de faire une miette de différence. Maintenant que vous êtes retiré de la politique, à quoi occupez-vous à la fois vos loisirs et vos activités intellectuelles? Ouais, bien, deux choses. D'abord, j'ai commencé tout de suite en terminant là, sur la question du livre, que j'ai voulu complètement en politique. C'est réellement des réflexions là, sur la politique et la démocratie. Il n'y a pas un nom, il n'y a pas un nom de politicien, il n'y a pas un nom de parti politique. C'est juste d'essayer d'identifier, au fond, il y a trois grands acteurs en politique. Il y a les parlementaires, les hommes, les femmes politiques, il y a les médias, puis il y a les citoyens. Puis chacun a une responsabilité. Je pense que chacun devrait s'asseoir et dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais bien, puis qu'est-ce que je fais mal. Puis on en trouve tous des choses qu'on fait plus ou moins bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absentéisme politique, là, les gens qui ne vont pas voter. Moi, ça ne m'intéresse pas, la politique, mais si ça ne t'intéresse pas, puis tu ne vas pas voter, il y en a un autre à côté qui va décider pour toi. Parce que les autres vont élire, que tu veuilles ou non, il va en avoir un député dans le comté. Puis il va y avoir un parti politique à Québec, il va y avoir un gouvernement. Donc, c'est important que tu... Alors, cette problématique, puis les journalistes dans le milieu de tout ça, là, je pense qu'il y a un bon examen à faire. Tu sais, au fond, il doit y avoir de l'information qui se rende aux citoyens, que les citoyens doivent être capables de dire, bien voilà le pour, puis voilà le contre. Mais il faut que l'information leur soit donnée. Les citoyens ne regardent pas la période des questions toute la journée, là, puis ce qui se passe en commission parlementaire. Il y a un lien entre les deux, c'est les courriéristes parlementaires. Les courriéristes parlementaires ont l'obligation de transmettre l'information. Pas transmettre leur point de vue à eux. Ils ont le droit d'avoir leur point de vue, mais il y a une obligation d'information qui doit exister. Puis dans quelle mesure les médias n'ont pas l'obligation de créer une culture de réflexion politique pour intéresser les gens à s'intéresser à la politique et non pas seulement à mettre en évidence les faux pas ou les erreurs que les politiciens peuvent faire. Qu'ils le disent qu'il y a des erreurs, ça va, il n'y a pas de problème, mais qui informent les politiciens. Les citoyens ont une réflexion à faire, puis les journalistes ont une réflexion à faire. Et s'il y en a un qui ne fait pas son travail comme il faut, si les politiciens ne prennent pas le temps d'expliquer, puis ça, il y a le risque. Plus on est au pouvoir longtemps, plus à un moment donné, on risque de s'éloigner puis de perdre contact avec la réalité des citoyens. Si on le voit, on parle de l'usure des gouvernements. Ça a toujours existé. Mais il faut être sensible à ça pour savoir que ça peut arriver, puis essayer de reporter ça le plus loin possible. Il y a de l'information à donner. Puis les journalistes ont une obligation vis-à-vis des citoyens de leur donner l'information pour qu'ils soient en mesure de prendre la bonne décision au moment qu'ils vont voter, eux comme citoyens, parce que c'est ça qui est leur rôle à eux autres, là. Alors, c'est une réflexion un peu sur tout ça qui est faite dans ce volume-là. C'est une belle réflexion. Je vous remercie, M. Bordelot. Parfait, merci beaucoup.